bon sourire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 9 juillet 2024. Alors, comment ça va? Par rapport, finalement, j'aurais pu continuer mon live dimanche. Bonsoir, merci beaucoup Moteur pour le 43e mois. Merci beaucoup, c'est gentil, bien le bon sourire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche. La première partie était mitigée, la seconde partie était quand même, ma foi, toutefois plus agréable. Merci beaucoup. Moteur pour le 43e mois. Eagle pour le 3e mois de sub. Merci Arakma pour le 13e mois de sub. Merci The Phenom pour le 27e mois. Brioche Cosmique pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Squally pour la confiance pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 6 prochains mois de confiance. Merci Bloblux pour le 19e mois. Merci 20 centimes pour les 3 ans. Merci énormément, merci beaucoup. Merci Fluffy Cook pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Linux pour le 4e mois. Sper pour le 32e mois. Pégase pour le 48e mois. Damn, ça fait 4 ans ça, si je dis pas de conneries. 36 plus 12, ça fait 48. Et oui. Et oui, merci beaucoup pour les 4 ans Pégase, merci beaucoup Lemois pour les 6e mois, Carton Farfal pour le 33e mois, Mew pour le 5e mois de sub, et après je suis à avant-hier donc ça va pas le faire. Merci Xapuk, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, Lys pour le 50e mois de sub, et oui effectivement pour ceux qui demandaient la musique qu'on écoute, on écoute la bande-son de Hades 2, tout à fait, la bande-son d'Hades 2, regardez j'ai une nouvelle coque de téléphone, regardez comme elle est mignonne, avec des dinos, voilà. Il suffit de peu pour être heureux finalement. We are so back. We are so back. Ah, le code Allscan, il est... Ah merde, j'ai pas enlevé le... Effectivement, mais la collab avec Allscan, elle a duré 1 mois, mais elle est terminée maintenant. Donc le code n'est plus valable si je ne dis pas de bêtises. Normalement, il s'était arrêté hier. Voilà. Vous pouvez toujours essayer, mais je pense que c'est dead. Je pense que c'est dead. Merci beaucoup The Choucat, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je n'ai pas streamé hier, ça m'a fait du bien. Dimanche, on a streamé et c'est vrai que j'avais grave envie de rejouer à Power Wash Simulator. Donc je me suis dit, let's go. Il fait bien chaud en plus, donc ça tombe bien aujourd'hui parce que Power Wash Simulator est un jeu où on passe le Karcher. Et c'est vrai que quand il fait très chaud, c'est plutôt agréable comme jeu. Et ça nous permet de papoter en même temps, ce qui est pas mal du tout. Un bon anniversaire, Touille, du coup. Comment tu vas, Flangle? Bah plutôt bien, en vrai plutôt bien. Je suis plutôt contente de la unexpected quoi, unexpected on va dire. C'était pas voilà, mais en fait finalement j'aurais pu rester en live dimanche soir, mais mais qui aurait pu prédire quoi. Merci beaucoup Messarty, merci beaucoup pour le 17e mois, pardon, merci beaucoup pour le 17e mois de sub, merci beaucoup, merci... Ah, t'as fait un cadeau d'anniversaire, très bien, bravo. Merci Guilou pour le 22e mois de sub, Alexia pour le 8e mois de sub, Irish Doudou pour le 34e mois, merci beaucoup. Bravo à toi. Et bravo à toi, et merci The Chouquette pour le 3e mois, merci beaucoup. J'ai signé mon CDD, j'ai une date pour mon permis de conduire, je suis refait, bravo. Que de bonnes nouvelles. On n'a pas gagné depuis 12 ans, on a le droit d'être content, c'est clair. C'est clair. C'est clair que ça fait bizarre presque. Ça fait presque bizarre. C'est bon, on peut en reparler. Plus de période de réserve électorale. Tout va bien, mais oui, je n'avais pas restreamé depuis les résultats, même si j'ai parlé sur les réseaux. Alors, contre toute attente, vraiment, vous allez tomber de votre chaise, mais effectivement, j'ai mis une réaction sur mes différents réseaux sociaux ou Twitter. J'ai tweeté OMG, quel soulagement au soir des résultats, et j'ai repartagé un truc, je sais plus ce que j'ai mis sur Instagram, mais un truc très similaire. Vous allez tomber de votre chaise, mais bah, sur Twitter, je me suis pris un peu de la merde, et sur Instagram, c'était très très chill. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire? Le volume de chial a dû beaucoup baisser, effectivement. Attends, je n'étais pas sur ma chaise. Ah, c'est vraiment la surprise, hein. Just falling de ma chaise. Découvert une race de chien, le Wallon suédois. Non, ça, je connais pas. C'est comme un corgi, mais avec la couleur du loup. Ah, c'est pas son... Enfin, il a plusieurs noms, alors, dans ce cas-là. Si, je vois la gueule que ça a, mais on l'appelle pas le Wallon de suédois, normalement. Ouais, c'est ça. Oui, moi, je le connaissais sous l'appellation Spitz des Visigoths. C'est très mignon, c'est un corgi qui ressemble à un petit loup. Mais oui, tout à fait. Tout à fait.
Et c'est à la taille d'un corgi. C'est grave mimes, on n'en voit pas souvent. J'en ai vu quelques-uns en vrai, mais c'est assez rare comme race, effectivement. Mais on l'appelle aussi Spitz des Visigoths. Voilà, pour votre culture. Bref. Je dirais des résultats et des pépites entre les gens qui se font des câlins dans la rue versus les gens en tailleur costard avec leur champagne. Vous êtes sortis du coup dimanche soir? Vraie question. Vous êtes sortis, j'avais l'impression que la moitié des gens que je connaissais étaient place de la République, c'était une dinguerie. Merci Guilou pour le 22e mois, merci beaucoup. Ok, ça va, t'es gens. Hop. Pas sorti, ouais, merci Lys, j'arrivais pas à cliquer. Oui, mais pour le dépouillement, ah ouais, c'est un peu différent. Gentil, va voir. À Grenoble, c'était la fête, ouais, mais à Grenoble, vous êtes quand même très à gauche, non? Enfin, ça fait un moment que vous avez les verts au municipal, non? À Grenoble. Qui ont interdit... C'est toujours d'actualité, l'interdiction de la publicité à Grenoble, ou on est revenu dessus? Il me semblait qu'il y avait ça... La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas sortis. Hein. Mais ouais, c'est vrai, ça donnait un petit peu envie, mais tranquille. J'ai actionné un coup dans ma voiture et suspendu mon drapeau palestinien à ma fenêtre. À Marseille, ça a crié comme si on avait gagné l'euro, c'était bonne ambiance. Repos de garde, moi dimanche, moi dodo plus. Non mais du coup ouais c'était un peu inattendu et c'est marrant parce que j'ai regardé plein de vidéos de gens qui réagissaient, qui avaient filmé leurs réactions lors des résultats et en fait à chaque fois, dans chaque vidéo que j'ai regardé des gens qui réagissaient aux résultats, il y avait comme un espèce de petit lag et moi aussi devant ma télé j'ai eu la même réaction. Il y a eu ce petit moment de flottement entre le moment où tu déchiffres les résultats et d'un seul coup tu te dis mais... Tout le monde était un peu en mode... Enfin, je sais pas comment vous avez géré la chose, mais toutes les vidéos de React que j'ai vues, il y avait ce moment en mode... On a collectivement lagué. Le lag de surprise, ouais. Je rêve avec du lag aussi. Merci beaucoup Lucilita, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Fils Carandel pour le 45e mois, merci beaucoup. Mais t'es tellement attendu au pire que j'ai réagi entre 2 et 3 secondes après. Ouais, de fou. De fou, mais moi aussi, hein. J'ai lagué toute la soirée avant de voir une larme de joie. Après, j'ai commencé à angoisser pour la suite. J'étais un peu dans cette logique en mode ça fait des années que moi je pense que c'est la première fois de ma life. Si on enlève les municipales et les élections beaucoup plus locales, je crois que c'est la première fois de ma life que je vois quelqu'un gagner pour qui j'étais en mode let's go, tu vois. Enfin, en tout cas en tête, quoi. Donc ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Hein. Première fois de ma vie que je gagne une élection. Voilà, c'est ça. C'est pas nous, mais vous avez compris, quoi. Petite montée de ping collectif. Merci pour le train de la hype, vous êtes kiki, merci beaucoup. Après, moi, dans ma circo, il y avait des chances que ce soit NFP qui gagne. Donc, première fois que je suis élue, bravo. Bravo. Putain, j'ai vu un tweet de con encore avant d'arriver en live. J'ai juste vu quelqu'un, du coup, qui travaille... Enfin, qui est conducteur de train, je crois. Enfin, cheminot, quoi, bref. Qui a été député. J'ai oublié son nom, je suis navrée. Côté NFP. Et du coup, il y avait une vidéo qui disait, dimanche, j'étais conducteur de train et dimanche soir, j'étais député. Et il y a quelqu'un qui a répondu ah, c'est donc ça le progrès des cheminots dans l'Assemblée nationale? Et j'étais en mode... Il y avait plein de likes sur ce commentaire. Et j'étais en mode... Quel est le problème? Je ne comprends même pas. Autant il y a des critiques, des fois, où je me dis... Ok, je suis pas d'accord, mais je vois où ils veulent en venir. Mais là, je vois vraiment pas. Même en me creusant la tête, je vois vraiment pas. Merci beaucoup les arts bizarres. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bah, c'est tellement juste dans ma circo, j'ai eu tellement peur, mais le NFP est passé. Ouais, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Hein. À quelques voix. C'est pour ça, quand on dit chaque voix compte, etc.
Là, on a été tous collectivement casse-couilles en incitant au vote, alors que voilà, on le fait pas à chaque élection, mais ça dépend des élections. Mais après, on va pas repartir sur un débat sur l'abstention et le vote obligatoire, etc. et tout. Mais moi, je trouve que l'abstention, c'est aussi un discours qui est intéressant et qui va plus loin que juste des gens qui s'en foutent, quoi. C'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pardon, j'ai cliqué sur un truc au pif. Faut peut-être que je ferme cette fenêtre Twitter parce que sinon, je vais liker des trucs chelous, je sens. Oui, Poutou a perdu, ouais. Poutou a perdu. Bon courage pour la run de Stalg. Quant à Circo et RN, le premier tour et le premier tour et NFP le deuxième, c'est le soulagement. Ouais, c'est vrai que c'est... Vraiment, c'est une lecture de résultats assez inattendue. Vraiment inattendue. Poutou, quasi 40%, si on m'avait dit ça il y a 2 mois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Dans l'Aude, non? C'était pas ça? C'est dans une Circo de l'Aude, si je dis pas de bêtises? Dans l'Aude, ouais. J'ai pu voter pour la première fois aux européennes, j'étais pas prête. Ah ouais, c'est ton premier vote, les européennes de cette année, là? Oh. Small baby. Merci beaucoup, Griff, pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Moi aussi. Ah ouais, vous êtes plusieurs à avoir voté pour la première fois cette année, là? Ah, c'est marrant. On a des petits bébous. On a des petits bébous. Putain, moi, ma première élection, c'était une élection présidentielle, moi. C'était celle de 2012. C'était Chirac, toi, non? Oui, pour son premier mandat, d'ailleurs. Bande de petits bâtards. Bande de petits bâtards. Mitterrand même, voilà, exactement. Moi, j'ai vu le direct du débat entre Mitterrand et Chirac quand Mitterrand a dit « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. » Je l'ai vu de mes yeux vus, ça. Ouais, non, mon premier vote, c'était ouais, les présidentielles de 2012, into, du coup, les législatives de 2012, qui avaient dû avoir un mois d'écart, I guess, et puis voilà. Et ensuite, bah... les élections suivantes, je ne sais plus, je n'ai plus vraiment la temporalité des régionales, etc. et tout. Je crois que les régionales est parmi les premières auxquelles j'ai voté aussi. Oui, voilà, j'ai vu, vous n'avez pas le monopole du cœur, exactement, je l'ai vu en direct. Je me souviens plus de mon premier vote, c'est vrai? Non, moi je trouve que c'est un souvenir marquant de la vie d'adulte, de la première fois qu'on vote. Et qu'on a la possibilité de voter, je trouve que c'est un souvenir marquant de la vie d'adulte, donc je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien du bureau de vote où j'étais allée. Je me souviens très bien du premier tour et je me souviens plus exactement qui s'était présenté au premier tour. Je me souviens qu'il y avait Hollande, Sarkozy, Bayrou, mais alors les autres j'ai oublié. Élection présidentielle en France de 2012, Florence. On avait une Eva Joly qui traînait quelque part? Je sais plus. Il y avait Jean-Luc aussi, hein. Il y avait Jean-Luc, il y avait François Hollande, Sarko, Marine Le Pen déjà, Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé à la 4e place, et Bayrou qui est arrivé à la 5e place. Il n'y avait pas que, il y avait aussi... Ah, il y avait bien Eva Joly, effectivement. Il y avait bien Eva Joly, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y avait Poutou. Il y avait Poutou déjà en 2012, il y avait Nathalie Arthaud également en 2012, Cheminade en 2012 également, Dupont-Aignan, et c'est tout. C'est pas mal. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidats. 10 candidats. Jean-Marie Le Pen? Non, 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 2012, elle était présidente du Front National depuis 2011, donc 2012, c'était le début de la dédiabolisation du Front National. Donc c'est vraiment clairement le moment où il y a eu un switch et où... Il y a eu clairement un switch à ce moment-là. Du coup, moi, je me souviens très très bien de ce switch, de cette évolution de la vie politique, puisque c'est le moment où j'ai vraiment commencé à me politiser et à suivre, en fait.
Ségolène Royal était déjà plus là en 2012. Bah, comme elle avait perdu en 2007, ouais, elle s'était pas représentée en 2012. Ils avaient pris un autre candidat, Hollande, alors que à la base, ça aurait dû être plutôt DSK. Et bon, on en a parlé il y a pas si longtemps, mais avec l'affaire du Sofitel, bah du coup, ça a été François Hollande. T'as commencé dans la vingtaine à te politiser du fait de tes études universitaires aussi? Non, non, beaucoup plus tôt, dès mes 15 ans, moi, à peu près. Dès mes 15-16 ans. Alors après, j'étais pas... j'ai jamais été encartée, jamais été dans dans un syndicat, dans un parti ou ce genre de choses. Mais dès mes 15 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. J'ai toujours eu une curiosité naturelle pour ça. Et quand tu fais un cursus d'économie, moi je me souviens que notre prof d'éco nous posait beaucoup de questions d'actualité, notamment sur la vie politique française. Et du coup, en fait, on avait des questions lors de nos contrôles d'économie, de SES. On avait des contrôles sur l'actualité française et notamment sur la vie politique. Et du coup, c'est aussi des choses qui m'ont... Enfin, c'était des choses que je consommais du coup pour pouvoir répondre lors de mes contrôles, mais c'était un truc qui m'intéressait de base. Je me souviens d'avoir eu une question justement sur la direction du FMI à l'époque. Mais ouais, vous avez des jeunes qui sont très intéressés par ça de base. Et en fait, moi, ça me frustrait je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée très tôt à ça, c'est que je ne supportais pas d'être mise de côté parce que jeune et du coup je ne pouvais pas comprendre et je me souviens très tôt avoir essayé de comprendre ce que c'était la différence entre la droite et la gauche. Quand t'es vraiment un bébou, tu piges pas forcément, et même il y a des gens qui sont un peu perdus par rapport à ça alors qu'ils ont 30 ans, donc voilà. mais du coup je supportais pas la mise au banc en fait du fait de mon âge, de ne pas pouvoir participer à cette discussion là et de ne pas pouvoir comprendre ce qui se disait à la télé, et je pense que c'est aussi ça qui m'a poussée à me politiser assez tôt. Voilà. J'ai bloqué mon collège contre le CPE et pas que pour aller en cours, pour des vraies raisons. Bah comme la plupart des gamins de l'époque qui faisaient manif pour le CPE en vrai. Hein. Comme la plupart. Hein. Merci Arkia pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis après, ça dépend des profs que vous avez aussi. Hein. Moi, mon prof d'éco a beaucoup participé à ça aussi, à la politisation. Mes profs d'histoire géo aussi nous incitaient beaucoup à nous intéresser. Moi, je me souviens d'avoir compris, on me l'avait expliqué, hein, le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat et du coup de ce qu'on appelle la navette parlementaire. C'est un truc qu'on avait étudié en 3e, je me souviens. Donc, très vite, moi j'ai été dans un environnement qui nous poussait à nous interroger vachement là-dessus. Ouais, l'enseignement moral et civique, mais ça dépend vraiment des profs. Il y a des gens qui en ont très peu fait, il y a des gens qui en ont beaucoup plus fait. T'as déjà eu un crash sur un politique? Un crush ou un crash? Parce que j'ai pas suivi de façon... Depuis... Là, j'ai 30 ans. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai pas suivi d'une façon constante tout le temps, quoi. Je me souviens d'avoir énormément suivi l'élection de 2017. L'élection de 2017, j'ai énormément suivi. J'ai regardé beaucoup de trucs. C'est même une époque que je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, mais en 2017, j'ai même eu envie d'aller dans tous les meetings. Je l'ai pas fait, hein, mais j'avais envie d'aller dans tous les meetings pour voir ce qui se disait aussi en off, entre les militants, etc. et tout. On était là, quoi. Ça fait au moins 1 an que je ne suis pas venue, comment ça va? Bah re-Jay, re-bienvenue. Ouais, éducation civique, c'est un peu dommage. Il y a vraiment des gens qui en ont beaucoup fait. Moi, je considère que j'en ai quand même pas mal fait par rapport à au choix de mes profs, on va dire. Je pense aussi parce que j'avais des profs qui aimaient vraiment faire ces cours-là, je pense, à jouer. Et comme moi, c'était un truc qui m'intéressait de base, je pense que j'en ai un souvenir vachement plus précis que d'autres gens qui regardaient ça un petit peu de loin. Ça dépend aussi beaucoup du prof et comment il t'en parle, évidemment. Mais moi, j'adorais ça. Et ça, c'est pas étranger au fait que je sois allée en droit après, je pense. Hein. Un reportage qui va sortir sur les offs de France Info pour la campagne législative, ça a l'air trop bien, ouais. Oh, moi, je paierais cher pour... Vraiment, il y a un truc
que j'ai trop envie. J'aimerais trop être une petite souris et avoir vu les discussions qu'il y avait entre les responsables des partis à gauche pour voir comment se sont négociées les circonscriptions, les candidats, le programme commun. Enfin, j'aimerais vraiment trop assister à ça. Genre, ça s'est forcément engueulé, tu vois. Ça s'est forcément engueulé. Il y a des moments où il y a des gens qui ont dû avoir l'argument qui a fait mouche et d'autres où... Enfin, genre, ça devait être... J'aurais trop voulu assister à ça, je vous jure. Merci beaucoup au subgifter anonyme qui a offert un sub à Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est le vrai compte ou pas, mais merci beaucoup. Merci à Trion pour le 18e mois. Merci beaucoup. Oh, la capitale de l'Érythrée, je l'ai pas, Félix. Hein, je suis navrée. Hein. C'est pas le vrai? Bah, je sais pas. Jean-Luc, il stream un peu. Non, c'est pas le vrai, effectivement, non. C'est pas le vrai, mais... Alors après, je sais pas si c'est Mélenchon qui stream ou si c'est LFI, LFI quelque chose, je sais pas. Le vrai, c'est un JL. Ah, Jean-Luc Mélenchon est un JL depuis le début. Salut à ceux qui arrivent. Mais je trouve ça bien d'avoir des cours d'éducation civique parce que ça permet de donner la base en fait aux étudiants et d'essayer de pas être trop largués et commencer à s'intéresser aux institutions de la 5ème République et tout ça et d'essayer de comprendre. Et franchement, je pense que si j'avais pas eu ce bagage, peut-être que j'aurais eu encore plus peur d'aller en droit, même si c'est aussi un truc qu'on étudie quand on est en filière éco aussi, malgré tout. Enfin voilà, c'est... Députés LFI qui sont des gros geekos de LoL. Ouais, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Il y a plein de sujets trop bien à traiter dans cette matière. Ouais, puis en plus, t'es pas obligé d'entrer dans les détails. En fait, juste d'expliquer la base. Et en fait, je pense que il y a plein de jeunes qui sont curieux, mais en fait, ils savent pas par où commencer. Ils ont peur de poser des questions bêtes aussi, je pense. Et je pense qu'on leur a trop dit non, mais tu comprendras plus tard, c'est un truc pour les adultes. Et du coup, ils se sentent pas légitimes à poser la question, je pense. J'aurais eu peur d'aller en droit en angle du coup. Ok. Moi, je me souviens vraiment que notre prof de... Après, mon prof d'SES, moi, il a changé ma life. Je pense qu'on a tous un prof qui a changé notre vie de fou. Moi, mon prof qui a changé ma vie, notamment l'un de ceux qui a changé ma vie, c'était mon prof d'éco. Que j'ai eu en seconde, première et terminale. Il a clairement changé ma vie et en fait, il nous a aussi expliqué un petit peu les différences de ton suivant qu'on regardait Le Figaro ou qu'on regardait L'Humanité ou qu'on regardait... Enfin voilà, en fait, il nous a vraiment aussi fait une éducation aux médias en nous faisant comprendre que bah, les informations traitées n'étaient pas les mêmes, l'angle traité était forcément pas le même. Bah, c'est... Nous, pour beaucoup ici, ça nous paraît évident, mais quand t'as 15 ans, ça te paraît moins évident. Et puis ça dépend aussi de l'inclinaison de tes parents et à quel point tu parles aussi de politique à table avec tes darons, tu vois. Enfin, c'est très différent, quoi. Moi, ce prof, il a trop changé ma vie. Moi, je me souviendrai toute ma vie de quand il nous avait expliqué aussi les bases de Bourdieu aussi, les bases de la sociologie. C'était vraiment incroyable, quoi. L'éducation aux médias, c'est tellement important, ça ne prend pas assez de place dans le secondaire pour moi. T'en fais, Chroma, ou pas trop? Je sais pas à quel point tu as la possibilité de faire ça, comme les programmes sont denses, et à quel point vous êtes aussi liés par les programmes, vous ne faites pas n'importe quoi non plus. Je me pose la question. J'en ai fait un peu, mais c'est surtout mon collègue du CDI qui le fait. Ah! Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié aussi le CDI et le fait qu'on pouvait y aller et qu'il y avait des trucs, des fois, où on avait des... Ouais, où on nous parlait de certaines choses. J'ai des souvenirs très flous de ça, quand même. J'avoue que j'ai un peu un manque de confiance en moi, en ma non-culture sur la politique. J'essaie de m'y intéresser de plus en plus pour tenir des discussions plus engageantes, mais ça reste d'un niveau très faible. Vous savez, il y a des gens, ils ont zéro culture politique et ça les empêche pas de s'exprimer. Et on apprend toute sa vie et de toute façon. En plus, l'histoire, enfin, aussi connaître le passé aussi, les choses plus vieilles, parce que de savoir que telle ou telle inclinaison, enfin, ça vient de là, de savoir, je sais pas, qu'il y a
à quel point à droite il y a des gens qui sont plutôt gaullistes et qui s'opposent à une autre ligne qui va être souvent plus dure, etc. Tu commences pas par ça. Donc l'avantage c'est qu'il y a quand même, on est dans une génération où on peut trouver plein de ressources sur des médias qui vont expliquer pas mal de choses aussi. Mais il y a des gens, ça les gêne vraiment pas hein, de rien savoir et de s'exprimer quand même. Hein. Après, quand tu fais de l'étude critique du document, que ce soit en histoire ou en français, ça participe à l'éducation aux médias, je trouve, c'est hyper transversal. Ouais, je suis d'accord avec toi, Chroma. C'est vrai que moi, il y avait un truc qui m'avait grave choqué quand j'étais... Alors, je sais plus quel âge j'avais, mais de toute façon, c'est un truc que tu fais tout au long du collège et du lycée. Vous savez, enfin, ça, on a tous fait, je pense. Au collège-lycée, quand tu étudies les guerres, notamment, tu vas souvent lire des documents qui sont relatifs à de la propagande et d'essayer de démêler tout ça et de retirer les éléments de langage et tout ça. Et il y avait des choses, j'étais en mode, putain, c'est fou comme premier degré, je pourrais me laisser avoir par ce genre de documents et qu'on t'explique, bah oui, c'est de la propagande, voici pourquoi, voici les tournures de phrases qui sont utilisées, voici la fake news qui est au milieu de tout ça. Enfin, ça, c'est vachement intéressant et c'est vrai que c'est de l'éducation aux médias aussi quelque part, quoi. En tant que prof, ce qui est dur à rattraper, c'est les réseaux, le nombre de fois où des élèves commencent une phrase en disant « j'ai vu sur TikTok que je deviens fou ». Ouais. La seule guerre dont on m'a parlé, c'est la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bah, c'est déjà une base, il y avait beaucoup déjà de propagande à l'époque, hein, sur ces deux-là. Bon, la guerre froide quand même aussi, c'est un truc qu'on étudie quand même à l'école, ça, la guerre froide. Moi, les guerres napoléoniennes, c'est un truc que j'ai quasiment pas étudié. Mais bon, un peu différent. Après, il y a des sources legit sur TikTok, il faut pas diaboliser les réseaux sociaux, mais apprendre à les utiliser. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, mais n'étant pas prof, je veux pas vous donner des conseils, mais enfin, c'est comme nous avec YouTube, notre génération avec YouTube, il y a à boire et à manger, quoi. Couléa. Et oui, Banger, la musique de Colrasp, la musique de Hades 2, tout à fait. On avait fait la guerre d'Algérie. Putain, moi, c'est un truc que j'ai jamais étudié, justement, la guerre d'Algérie. On avait fait la guerre d'Algérie, et justement, tout ce truc de censure et de propagande, c'était passionnant. C'est un truc que je n'ai pas du tout étudié, la guerre d'Algérie à l'école. Hein. En fait, la fois où je l'ai plus étudié, et encore que, franchement, dans les grandes lignes, c'est plus pour comprendre le contexte de la culture politique des débuts des années 60, quoi. Et de pourquoi De Gaulle se barre et ce genre de choses, quoi. C'est hyper intéressant, mais après, tu sais, vous savez, quand on avait fait Streamer for Palestinians, je vous avais dit qu'il y avait plein de ressources, notamment il y avait Blast qui avait fait ça, qui donnait les contextes, il y avait les contextes de la guerre entre Israël et la Palestine, mais vous avez aussi plein de trucs, là, le dessous des cartes. Vous devez avoir aussi, pour des gens qui sont pas familiers de ça, je suis sûre que le dessous des cartes doit y avoir des choses sur l'Algérie aussi. Le dessous des cartes, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez y aller un peu les yeux fermés, parce que c'est RT, parce que c'est documenté, et vous avez plein de vidéos qui sont des fois très concises, des fois qui le sont un petit peu moins, et qui vous permettent de vous donner une culture politique, étrangère, géopolitique particulièrement. Enfin, le dessous des cartes, vous pouvez un peu y aller les yeux fermés pour le coup. Au moins, c'est pas une chaîne obscure où tu sais pas trop la ligne de la personne derrière, parce que quand t'as moins de culture politique aussi, ça je dis ça sans jugement, quand t'as moins de culture politique, c'est aussi plus difficile de percevoir le sous-discours qu'il peut y avoir derrière et l'affiliation de telle ou telle personne. Je le vois même avec moi, hein, à quel point les gens sont un peu à l'ouest par rapport à ce que je dis et me prêtent des intentions que j'ai pas, tu vois. Mais là, on est sur la chaîne du dessous des cartes, donc c'est dispo sur YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de profs qui y ont recours d'ailleurs. Et vous voyez que ça ancrage de la vidéo. Il y en a pas mal. Hein. C'est une émission qui date d'il y a vraiment longtemps, mais ça continue de sortir encore des choses. Là, vous parlez, ça parle de la liberté de la presse. Là, ça parle de la Méditerranée. Commerce mondial, crise et fragmentation. Je sais que ça fait des titres de vidéos qui sont très académiques, mais en vrai, ça se regarde bien. Et après, bah...
vous prenez un petit peu les thèmes qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais d'un seul coup, si vous vous dites tiens, mais en fait, ce conflit, je sais pas, je prends la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, putain, j'ai pas trop le contexte et tout, c'est un truc que j'ai pas trop étudié à l'école, je suis un peu du père. Et bah, allez voir s'il n'y a pas les Dessous des cartes qui a fait une vidéo là-dessus et qui pourrait un petit peu vous résumer le problème, on va dire quoi. C'est vraiment bien avec Jean-Christophe Victor, je suis pas trop ce que ça vaut maintenant. Ah, je pense que c'est resté quand même dans la droite ligne de société avec Victor, justement. Mais... Ils ont parlé de l'Ukraine? Ah oui. Ah oui, oui, ils ont franchement parlé de l'Ukraine, ouais. Bah, et en fait, ils vont réagir à des sujets aussi vachement d'actualité. Regardez, ils avaient parlé de la Nouvelle-Calédonie. Elle est juste ici, la vidéo. Ils font quand même des vidéos qui sont en lien un petit peu avec l'actualité. Ukraine, la Russie reprend la main pour l'interrogation. C'est une vidéo qui date d'il y a un mois. Je me demande s'il n'y a pas eu des choses nouvelles par rapport à l'Ukraine ces derniers jours. Donc faut voir. Mais oui, il y a plein de sujets qui sont traités plusieurs fois, quoi. Plusieurs fois sous des angles différents, complémentaires, etc. etc. Je recommande aussi très fort La Grande Explication, une émission de la RTS qui parle de sujets historiques qui sont très très bien foutus. Ouais, alors après, est-ce que c'est plus facile à trouver et est-ce que c'est pas trop long? Parce qu'en fait, je me dis, pour des gens qui veulent s'intéresser à un sujet d'actualité, il faut leur proposer du contenu qui est court et si possible visuel, parce que suivre un podcast sur un sujet que tu maîtrises pas, ça demande vraiment une implication, je trouve, plus grande que celle de regarder une vidéo, quoi. Ah, c'est pas long, ok, my bad. Donc Romain recommande La Grande Explication, une émission de la RTS. Je suis fascinée par le Moyen-Âge, personnellement, on nous apprend beaucoup de conneries sur cette période à l'école. Pas qu'on nous apprend des conneries, c'est que c'est une période qui dure 10 siècles et du coup les gens ont vite fait de faire des raccourcis sur une période qui dure 10 siècles alors que le Moyen-Âge est une période où il y a aussi beaucoup d'avancées sur plein d'aspects et ensuite une période de régression et du coup il y a une vision comme quoi le Moyen-Âge c'est vraiment juste un retour en arrière et c'est tout, et c'est bien plus complexe que ça parce qu'on peut pas résumer une période qui a duré 10 siècles par on a régressé et c'est tout, quoi. Et oui, je suis d'accord, c'est une période qui est excessivement passionnante, le Moyen-Âge. Après, quelle période de l'histoire aussi enfin, moi, il y a tout qui m'intéresse. Dans l'histoire, en vrai, il y a des sujets que j'apprécie plus que d'autres. Mais globalement, je suis un peu intéressée par absolument tout. Attendez, je vais allumer mes lumières parce que c'est un peu sad derrière, je trouve. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Ça donne un petit peu plus de structure à l'image. S'il y a eu un bruit Windows, c'est moi, c'est pas vous. Plus stylé. L'Égypte antique, la Rome et la Grèce antique, qu'est-ce que j'adore. Ouais, moi c'est pareil, hein. On en a bouffé, mais je crois que je m'en lasse pas. Très riche, très documenté. Mais l'Empire romain, j'ai l'impression que tout le monde aime tout le monde aime l'Empire romain, dans le sens où c'est une période qui intéresse tout le monde, l'Empire romain. J'ai l'impression qu'il y a un consensus là-dessus, même les gens qui sont pas très fans d'histoire, en vrai, il y a un petit truc, tu vois. Je suis fascinée par les Tudors et les Stuarts. D'accord, mais combien de fois vous y pensez? On a déjà eu ce débat. Je vous avais expliqué au tout début de la trend, il y avait plein de gens qui comprenaient pas et maintenant voilà, c'est complètement rentré dans le... Même les gens qui n'ont pas TikTok ont la ref maintenant. « 2000 ans après, ils nous influencent toujours. » Moi, j'ai étudié l'histoire du droit, c'est un truc qui est vraiment passionnant parce que ça en dit très long sur cette époque et je ne m'en remets pas à quel point les Romains avaient un système juridique qui est vachement proche du nôtre et il y a plein de choses qu'on a dans notre droit qui existaient déjà il y a 2000 ans. Notamment
en droit romain, alors le droit romain, il y a eu plusieurs périodes aussi du droit romain. Hein. Le droit romain n'a pas été une constante et tout. Il y a eu des périodes aussi qui ont été... alors on peut pas résumer tout le droit romain en disant c'était comme ça. Mais bref, dans les périodes les plus avancées du droit romain, il y avait quand même cette façon de se dire un fou ne peut pas être jugé de la même façon que quelqu'un qui a toutes ses capacités cognitives. Et du coup, on avait considéré qu'il y avait, comme actuellement, qu'il y avait des gens qu'il fallait pas juger de la même façon, quoi. Parce que la personne n'avait pas les mêmes capacités, on va dire, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment fou de se dire que le droit avait déjà pensé à ça et qu'on ne jugeait pas un enfant de la même façon qu'on juge un adulte et tout ça. C'est vraiment très stylé. Et ça, c'est des choses qu'on voit encore dans notre droit actuel. De toute façon, notre droit en France est très très inspiré du droit romain, même s'il n'a pas la seule influence et tout, mais c'est clairement, ça a vraiment clairement été prédominant et le droit était excessivement novateur. Et ça, c'est un exemple que je vous cite, mais il y a plein d'autres choses où tu te dis ah putain, c'était il y a 2000 ans, ils avaient quand même déjà bien pensé le truc, quoi. Ils avaient quand même déjà bien pensé la chose. Merci Alpha Floyd, merci beaucoup pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Merci Ulita pour le 3e mois de sub également, merci beaucoup. Et coucou Nio. Genre les maths, oui mais les maths c'est pas... Les maths c'est différent parce que les maths... Que ce soit il y a 2000 ans, enfin moi je trouve ça fascinant qu'il y ait eu des choses qui étaient... Genre j'ai un truc j'y pense souvent, genre je sais plus en quelle année on a réussi à déterminer la circonférence de la Terre à quelques mètres près d'erreur ou un truc comme ça, et genre Érastotène, là je sais plus de quand ça date, mais c'était il y a un bail en tout cas, ça c'est sûr. Je trouve ça fou qu'on ait trouvé ça. Mais les maths, ça reste des maths, ça bouge pas quoi. Le droit, ça évolue, c'est une science sociale, donc ça évolue quoi. Et vers moins 500, c'est ça. Avec le dromadaire là, vous savez là, le dromadaire et le puits. Ça, je trouve ça vraiment fou qu'on ait réussi à calculer un truc comme ça. Mais la science, enfin, l'idée qu'il y ait des choses en sciences sociales qui soient toujours aussi vraies et actuelles avec notre culture, etc., encore, enfin, 2000 ans plus tard, je trouve ça vraiment fascinant. Dans ma tag sur un truc, j'ai pas eu le message. Le conseil va voir qui est président du conseil de surveillance de Arte France, ça va vous décevoir un brin. Me dis pas que c'est Bolloré. Président, conseil de surveillance d'Arte. BHL. Mais je crois que j'avais vu l'info en plus passer. BHL. Choc bar. Peut-être parce qu'il y a une forme de base morale de la société qui, elle, ne change pas. Bah, pour moi, distinguer qu'un enfant n'a pas les mêmes capacités qu'un adulte et que quelqu'un qui a des troubles neurologiques, etc., ne peut pas agir et réfléchir de la même façon que quelqu'un qui n'a pas de troubles, etc., c'est pour moi un signe d'une société enfin, évoluée qui a réfléchi à être juste, en fait. Enfin... Qui est cette personne? Vous connaissez pas BHL? Vous connaissez pas Bernard-Henri Lévy? Oh là. Comment résumer BHL? Comment BHL est un philosophe, je mets plein de guillemets, qui est assez proche du pouvoir, on va dire. C'est un homme d'affaires aussi. Et il fait partie des nouveaux philosophes, on va dire, non? Enfin, c'est plus vraiment les nouveaux philosophes, parce que voilà, on parle de trucs qui sont vraiment très vieux, mais c'est... Franchement, je sais pas pourquoi on parle autant de ce mec. Je sais pas trop. C'est un personnage qui est
qui est franchement, qui est considéré comme un intellectuel, mais qui est assez peu apprécié, que ce soit à gauche comme à droite en réalité, en vrai. Franchement, BHL, je connais pas beaucoup de gens qui sont des bandeurs de BHL. Hein. Un philosophe qu'il ne faut pas citer au bac, ouais c'est ça. En fait c'est un philosophe, mais en fait à qui on donne la parole dans les médias, mais qui est vraiment très décrié par les autres philosophes parce qu'il dit pas mal de la merde. Et en fait c'est, pour moi c'est un peu ce genre de personne où en fait il utilise un vocabulaire qui est plutôt élevé, et du coup parce qu'il utilise un vocabulaire qui est plutôt élevé, on considère qu'il a la vérité vraie. Vous voyez, comme beaucoup d'autres, hein, c'est pas le seul. Hein. Comment il s'appelle l'autre nouveau philosophe là comment il s'appelle? Ça commence par un K. Oui, c'est un peu Entoventière. Je pensais pas à Finky, je pensais pas à Onfray, mais pour moi c'est un peu la même chose. Je pensais pas à Finky, je pensais à un autre. J'ai plus son nom. Klein, non pas celui-là. Non, Folkburner, ça vous dit pas un truc? Folkburner? Ça vous dit rien? Bruckner. Ah oui, en fait, c'était pas un cas. Oui, Bruckner, c'est ça. C'est lui que je cherchais. Voilà, Bruckner. Non, pas Anton Bruckner. Attends. Non, c'est Pascal. Pascal Bruckner. Que je cherchais comme nom. Donc ça commence pas du tout par un cas. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un... voilà, ils ont vraiment une audience de fou dans les médias et tu sais pas trop pourquoi, tu vois. Klein, c'est pas un philosophe, c'est un physicien. Non, je pense que les gens pensent au... l'économiste. Y a pas un économiste qui s'appelle Klein? Both. Après, je pense que Klein, c'est un nom de famille qui est relativement courant, donc je pense qu'il y en a un paquet. Je pense qu'il y en a un paquet. Même dans sa fiche Wikipédia, BHL est présenté comme certains par un imposteur intellectuel. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est globalement quelqu'un dont les gens se moquent beaucoup, en vrai. Hein. BHL... On le voit moins qu'à une certaine époque, hein, mais nous, notre génération, on l'a beaucoup vu dans les médias, et encore plus la génération de nos parents. Putain, il a 75 ans, BHL, je pensais pas qu'il était aussi vieux. Mais oui, il était entarté 1000 fois, mais... As-tu des tutos de dessin que tu conseilles? J'aimerais m'y mettre. Des tutos de dessin... On est complètement HS, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup la vidéo... J'aime beaucoup la chaîne de Sam Does Art. Par contre, ça parle en anglais, mais t'as les sous-titres que tu peux activer. Et en vrai, moi, je suis pas très bonne en anglais, mais j'arrive vraiment à le comprendre parce qu'il articule pas mal. Je crois qu'il est canadien, donc il a un accent qu'on comprend plutôt bien. Et si tu vas sur sa chaîne... parce que j'ai la flemme de parler de BHL, là, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment la flemme de parler de BHL longtemps. Donc j'aime bien cette chaîne-là. Et si tu regardes dans les plus populaires, il y a cette vidéo que je te conseille, The Best Way to Practice Drawing, qui en substance te dit qu'il faut utiliser des carnets de croquis plutôt que de dessiner de façon digitale. C'est un conseil que je vous donne aussi, d'avoir toujours un carnet de croquis et de dessiner régulièrement. Et en fait, j'ai regardé aussi ces tutos qui sont pas mal aussi. Comment dessiner des visages, par exemple. Ils t'expliquent les proportions, vraiment les bases. Ça, c'est pas mal du tout. Et on m'a envoyé un bouquin aussi il y a pas longtemps que je trouve plutôt pas mal. Donc je vais vous le montrer, même si je l'ai pas encore... j'ai pas tout fait parce que voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un bouquin. Il faudrait que je fasse une story d'ailleurs dessus pour retrouver la personne de l'artiste qui s'appelle Zephy. Et qui s'appelle Apprendre à dessiner avec Zephy. Et je le trouve vachement bien. Où en gros ça commence vraiment par la base et étape par étape, où genre par exemple là ça va vous expliquer que au début ce qui est important c'est d'essayer de comprendre la silhouette par exemple, donc là dans l'occurrence un petit chat, et après de plus en plus loin on va aller dans la gestion de la lumière, la gestion, vas-y je vous montre juste comme ça,
la gestion de la lumière, des textures, etc. Mais faire des poils, savoir faire des poils ou des écailles, ça ne sert à rien si on n'arrive pas à réussir à mettre l'œil au bon endroit et à repérer la forme de la chose. La perspective, pareil, c'est quelque chose qui est assez avancé comme technique. Donc on commence par la base et au début on commence par les formes et exercer son œil par exemple. Donc c'est un bouquin que je vous conseille, je sais pas combien il coûte. Il coûte 16,95 €, donc c'est un budget qui est tout à fait raisonnable. Après, on a dessiné avec Zephy, on me l'a envoyé gratuitement, on m'a pas payé pour en parler, mais comme je bosse un peu avec pour progresser en dessin et que j'en suis contente, bah, je vais vous le conseiller. Et après, il n'y a pas de secret. Moi, ce que je vous conseille pour le dessin, c'est de ne... Et peu importe la discipline d'ailleurs, de ne pas vous noyer dans les tutos. Vous ne vous noyez pas dans les tutos et juste pratiquer, 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 pratiquer. Et en fait, il faut privilégier la quantité à la qualité. Dans le sens où plus vous allez... Il vaut mieux dessiner 10 visages plutôt qu'un seul sur lequel vous avez passé autant de temps parce que vous apprendrez plus en dessinant 10 visages qu'en dessinant un seul sur lequel vous passez beaucoup de temps. Et si on veut... voilà, il ne faut pas se noyer de tutos ou essayer de comprendre la colorisation en même temps que la perspective et en même temps que la gestion de la lumière et en même temps que les proportions. Il faut commencer step by step. Voilà. Et la collection, il coûte un peu cher si on a plusieurs. Non, elle coûte pas cher la collection dont je vous ai parlé. La collection dont je vous ai parlé en dessin, j'ai oublié son nom. J'ai la flemme d'aller me lever. Morpho, ouais, je crois que c'est ça. Livre, Morpho. Ils sont pas chers, au contraire, c'est des petits bouquins qui coûtent moins de 10 €. Ça, c'est un autre truc que j'aime bien. Où en fait vous avez un gars, j'ai oublié son nom, Lauricella, où il y avait plein de gens dans le chat qui m'avaient dit qu'il l'avait eu en prof et qu'il était vachement cool, donc tant mieux. Et j'en avais acheté plusieurs de ces bouquins aussi. Il y a des choses qui sont plus avancées, où en gros c'est vraiment des tout petits livres qui coûtent quoi de mémoire je sais plus, mais ça doit coûter dans les 10 €. Donc franchement un budget qui est quand même plutôt raisonnable. Et vous avez genre tête et cou, mammifère, anatomie des plis et des vêtements, mains et pieds, forme articulaire, fonction musculaire, graisse et plis de peau, etc. Moi, je vous conseille, si vous achetez ces bouquins-là, je vous conseille d'acheter Morpho, tout court, au début, qui est assez généraliste. Vous n'allez pas commencer par un truc qui est spécialisé sur les corps bodybuildés ou sur la gestion des vêtements ou ce genre de choses. On commence par étapes et on essaie d'apprendre déjà les proportions d'un visage et où est-ce qu'on place la ligne des yeux sur un visage. On commence par là, quoi. Voilà. Il y aura un Flocktober encore cette année, j'espère. Peut-être, on sait pas. Oui, pour ceux qui sont pas familiers de la chaîne, en fait, il y a 2 ans, j'ai fait un donation goal à la suite d'un The Event pour dire que je voulais faire un Flocktober qui du coup est une variation de Linktober. Linktober, en fait, c'est un challenge à la base où en gros, vous avez un mot qui correspond à chaque jour du mois d'octobre. Donc, vous avez une liste de 31 mots où les gens doivent dessiner sur un thème imposé, un par jour. Et en fait, moi, j'ai fait ma variation en appelant ça le Flocktober, mais qui est beaucoup plus libre dans le sens où il y a plein de gens qui ne font pas du dessin, mais qui peuvent s'accompagner de cette liste aussi pour dessiner d'autres choses. Et il n'y a aucune obligation et aucune culpabilisation à l'idée de ne pas le faire tous les jours. Et s'il y a un thème qui vous intéresse pas, et ben vous le prenez pas. Et en fait, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, il y a des gens qui ont fait de la 3D, il y a des gens qui ont fait de la musique, il y a des gens qui ont fait des gâteaux, il y a des gens qui ont fait plein de choses. Et l'idée, c'est juste d'essayer d'avoir une émulsion commune créative, mais sans se culpabiliser et s'auto-flageller parce qu'on ne crée pas tous les jours, parce que c'est difficile de créer tous les jours quand on a un taf et quand on a une vie et des contraintes tous les jours. Et je fais ça du coup du 1er octobre au 31 octobre. Voilà. Donc peut-être qu'il y en aura re-un cette année. On sait pas. Si jamais vous êtes chaud. Voilà, la seule contrainte qu'il y a effectivement sur ce thème, c'est que je ne veux pas que les gens aient recours à l'IA. Je ne veux pas que les gens aillent dans Midjourney et sortent un prompt d'un truc. Voilà, c'est la seule contrainte, c'est que je préfère voir des gens qui débutent complètement au dessin plutôt qu'ils utilisent une IA. Voilà. Voilà. Le thème, Florence, donne-nous le thème. Chaque année, je fais un thème qui est généraliste. La première année, on avait fait la nature. La deuxième année, on avait fait livre pour enfants. Et cette année, il y aura un thème aussi qui sera divisé en sous-thèmes.
et d'essayer de prendre un truc qui est assez généraliste pour faire plein de choses différentes, parce qu'il y a des gens qui sont plus familiers avec les animaux, il y a des gens qui sont plus familiers avec les visages, il y a des gens qui sont plus familiers avec les bâtiments, avec tout ce qui va être les fleurs, les feuilles, etc. Tout ce qui va être un peu plus nature, flore, quoi. Et j'essaie de mettre des thèmes qui vont un petit peu à tout le monde, parce que si on part sur une thématique où on fait que des bâtiments en perspective, en 3 points, vous allez péter un plomb et moi aussi. Donc voilà. La politique bon thème, non, putain, ça va être chiant ça. Hein. Enfin, ça va être chiant de trouver des trucs à dessiner, quoi. J'en suis enfin un gâteau, on te l'envoie par la poste. Non, pitié. Non, pitié, je le mangerai pas en plus. Mais non, mais en fait, les gens... en fait, sur le Discord, on a une catégorie jour par jour où les gens postent leurs créations. Du coup, ils envoient des photos de ce qu'ils ont fait. Et ils le font aussi sur Instagram, sur Twitter et tout ça. Et pendant tout le mois, j'essaie de montrer... Je peux pas montrer tout le monde parce qu'il y a toujours beaucoup de participation et j'en suis toujours très contente. Mais du coup, j'essaie d'en montrer le plus que je peux et j'essaie de repartager des trucs en story, de RT des trucs. Et je regarde aussi beaucoup de trucs de mon côté sans forcément repartager aussi, quoi. La photo, ça marche. La photo, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la photo. Et il y a énormément de gens qui font du dessin parce que moi, c'est la discipline dans laquelle j'ai choisi d'apprendre. Et il y a plein de thèmes qui se prêtent plus facilement au dessin qu'à autre chose. Mais il y a plein de gens qui utilisent qui font de la 3D. Il y a des gens qui font de la calligraphie. Il y a du crochet, si vous voulez. Vraiment, en fait, il n'y a pas de limite. En fait. Il y a des gens qui ont fait des peluches aussi. Il y a des gens qui ont fait... Enfin, il y a vraiment des gens qui ont fait plein de choses. Un jeu vidéo complet, bon courage. mais du coup, il n'y a pas de limite. Et même si vous avez envie de faire un dessin un jour, une photo un autre jour et une peluche en crochet encore un autre jour, c'est tout à fait possible. Mais en fait, c'est marrant comme ce challenge, il n'y a pas de règles, à part pas d'IA. Et le fait qu'il n'y a pas de règles, les gens, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils sont du père. En mode, ils ont besoin d'un cadre. Ils ont besoin d'un cadre et ils sont en mode ça c'est possible, ça c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Oui, il n'y a pas de souci. Merci Soladev pour le 13e mois de sub. Merci Raz pour le 14e mois également. Merci beaucoup. Il faut un cadre clair. On va pas refaire la NUPES. Mais le même est mort. Il a été repris par Gabriel Attal apparemment. Tu as bout. Tu as bout. Attendez. Necesitamos una dirección clara, no vamos a repetir la NUPES allí, hay una inversión del equilibrio de poder. Estoy liderando por la izquierda, así que aquí están las condiciones. Ce même me fait rire. Ce même me fait beaucoup rire. Je n'en peux plus. Arriba! Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Il aurait fallu le mettre en alerte de sub pendant 2 semaines là. Je n'arrive pas à m'en lasser. Le problème, c'est que Gabriel Attal l'a repris. Donc le même est mort maintenant. Ça casse les couilles. On n'a plus le droit au bonheur. Un lien, je sais pas, celui-là, c'en est un autre. Il y en a eu plein. Bah, il y avait la meuf qui dansait cette musique qui me faisait trop rire. Il y a eu plein de chorés qui ont été faites. Celle-ci, c'était c'est ce même-là. Je l'avais plus dans la tête depuis 1 heure et voilà. My bad, pardon. Excusez-moi. En même temps, c'est drôle. Mais votre honneur, elle n'arrête pas de chanter ça. Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Je n'arrive pas à m'en lasser, c'est terrible. C'est terrible. En plus, on m'en envoie plein à chaque fois, donc je rigole. C'est fou, j'ai pas la ref. Enfin, en fait, c'est le soir de la dissolution. Oh là là, il faut que j'explique ce même. Comment retrouver l'original?
En fait, le soir de la dissolution, Glucksmann, il faut un cap clair. Attendez. Est-ce que ça va expliquer le contexte ou pas? Vas-y, vous êtes des vieux boomers, je vais vous expliquer la référence. Hein. Clair. Il faut un cap clair, on va pas faire la NUPES là. Une phrase de Raphaël Glucksmann a été transformée en tube country sur TikTok. Le 10 juin, la tête de liste PS Place Publique donnant ses conditions pour un accord de la gauche. En gros, pendant que la gauche était en train de faire son accord, Glucksmann, il était sur France Télé, il était en mode on va pas faire un accord à gauche. Hein. Il était tout seul. C'est bon, maintenant c'est passé, le pouce il tient plus là, c'est bon. Hein. Eh bien, il faut un cap clair. Ça manque la musique derrière, elle manque de fou, je trouve. Ça fait bizarre de réécouter la version Vanilla, ça fait vraiment très bizarre quoi. Eh bien, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Je crois que vous n'avez pas compris. Pour un cap clair. Je veux dire, il y a une inversion des rapports de force. Et une réinversion des rapports de force. Il faut un cap clair. Bonsoir. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion des rapports de force. Il faut un cap clair. Il faut un cap clair, on va pas faire la NUPES là. Il faut un cap clair, on va pas faire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Qui le cru que ce serait Raphaël Glucksmann, le tube de l'été. Voilà pour ceux du fond de la classe qui n'ont pas suivi les mèmes de cette campagne. Dieu sait combien il en a eu. J'ai même vu des Américains danser dessus. Ah bon? Ceux qui n'êtes pas sur TikTok, là. Je suis trop vieux, je pense. Oui, mais est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous regrettez? Ça va, j'ai rien loupé du coup? Ah bah, écoutez. Laissez-nous nous amuser! Avec son E préposal, là, à la fin. Il faut un cap clair. Hein. Il est très, très parisien. Très, très parisien, Raphaël Glucksmann, quand même. Hein. Oh, si, la musique, c'est 100% générée par une IA, je pense. Hein. La version country, 100% générée par une IA, quoi. Mais bon, écoutez. Giro avec le gros rictus qu'il a fait avec la ref en plateau. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Quand il a dit il faut un cap clair. Doit être trop parisien, j'arrive pas à entendre l'accent. Vous entendez pas sa façon de faire il faut un cap clair. Voici mes conditions. J'attends le remix de Khaled Freak perso. Putain. Non, 2012. On est back to 2012. J'attends la parodie de 10 minutes à perdre, perso. Je savais pas que c'était ça l'accent parisien. Oh, bah, en fait, le E préposal n'est pas propre aux Parisiens, mais c'est souvent les Parisiens qui ont un E préposal très fort, ouais. Vivement le prochain tube de Psy, j'ai adoré Gangnam Style. En fait, c'est l'accent un peu bourgeois, quoi, en fait. C'est l'accent un petit peu... je sais pas comment le dire autrement, un peu bourgeois. Voilà. Tout simplement. Merci Tizeplin pour le 33e mois de sub. Merci Ilfric pour le 18e mois. Merci Soladev pour le 13e mois. Raz pour le 14e mois. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'Hollande est de retour, donc techniquement, on est back to 2012, effectivement, ouais. Un peu péteux. Salut en...
savez, quand je fais la manageuse toxique sur les jeux, là, en général, j'utilise le E préposal. Non plus qu'une mention ADSK et c'est 2012 à 100%, mais on l'a déjà faite. Hein. On l'a déjà faite plutôt dans le stream. Je me sens caricaturée. Non, mais vous savez, on peut pas tout le temps se moquer. Il faut qu'on se moque aussi un petit peu de nous-mêmes, tu vois. Moi, à chaque fois, je me moque des bobos. L'autre jour, je me suis moquée d'amis qui a... J'ai des amis qui... C'est super comme initiative, c'est pas le débat, mais... J'ai des amis qui se font livrer du lait dans des bouteilles consignées. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai marqué un moment de pause. Et ils m'ont dit « Oui, on est des bobos !» Au moins... Ils ont la vision, tu vois. Au moins, ils savent. Ils savent. Mais ça se fait, oui. C'est assumé, bah oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai mon côté très bobo aussi. Merci Olivia. Oui, Nona, merci beaucoup pour le 35e mois de sub. Merci beaucoup. Mais oui, ils sont lucides. C'est pour avoir un lait de meilleure qualité, en vrai. Bah, ils ont un lait de meilleure qualité et sûrement issu de filières qui sont peut-être un petit peu plus respectueuses aussi. Et pour éviter, enfin plus dans une perspective de zéro déchet et tout, c'est très bien, hein, mais c'est juste... Ça me fait un peu rire, c'est tout, mais parce que c'est notre embourgeoisement à nous, tu vois. Mais moi aussi, je fais des trucs aussi où je me dis, ah... J'avance, Mock, mais j'avance doucement dans la MSQ de Dawn Trail. C'est parce que t'as pas ton compost avec tes lombriques dedans. Bah en fait, typiquement, ça c'est un truc où je me dis, tiens, j'aimerais bien faire du compost, tu vois. Je suis partie d'un supermarché coopératif et je me fais sans cesse tailler par mes collègues. Bah en vrai bobo va dans un supermarché coopératif. Mais en fait, il faut savoir rire de soi. On a déjà eu ce débat 1000 fois, mais il faut savoir aussi un peu rire de soi et des clichés de notre catégorie sociale, c'est tout. C'est tout, toujours dans le Far West, malheureusement, Tesseract. Ouais, putain, qu'est-ce que je me fais chier. La MSQ est trop bien, mais ce passage, je comprends pas. Non, on fera pas le stream en 4 ce soir, Tiraven. Je te considère comme bobo? Bah bien sûr, en vrai. Évidemment. Et c'est pas une insulte, bobo. Pas grave. Pas grave, il faut juste être conscient, en fait, c'est tout. C'est quand tu commences à dire, ouais, là maintenant, j'aime bien aller au marché pour faire vivre les petits commerçants locaux. L'intention est très bonne, je la partage. Bobo. C'est pas grave. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis ça, les gens le prennent très personnellement et je suis en mode, oh c'est bon, peut-on rire de nous quand même? Peut-on un peu rire de nous et des clichés de notre classe sociale? C'est tout. C'est souvent utilisé comme une insulte. Bah c'est pas grave, justement, utilisons ça comme justement pour nous décrire, pour que ce soit plus considéré comme une insulte puisqu'on le dit de nous-mêmes. Réapproprions-nous le terme, exactement. On est de très bons wokistes. Pour rappel, un bobo n'est pas un vrai bourgeois et n'oubliez pas contre qui on lutte en priorité. Bah le bobo est souvent quand même un peu... c'est quand même un peu en bourgeoisie en général. Les attitudes de... Le truc d'aller au marché dans des trucs de circuit court, etc. et tout, de faire consigner son lait, c'est souvent des gens qui ont du pouvoir d'achat, quand même.
et qui se sont un petit peu embourgeoisés avec le terme. Mais c'est pas grave, faut juste être... voilà, c'est des gens qui touchent rarement le SMIC, mais c'est pas grave, faut juste en être conscient. Je suis végétarien et je fais parfois mes propres galettes végétales. Et on me traite de bobo parfois, il en faut peu. En vrai en vrai, un peu, mais c'est pas grave. En vrai, un peu bobo quand même, je trouve. Hey. On a déjà eu ce débat 1000 fois sur cette chaîne, mais laissez le bobo s'exprimer en vous, tu vois. Je te classe 4 sur 10 sur le bobomètre. Moi, je fais ma propre glace maison. Un peu bobo aussi, je trouve. Hein. Faire son petit jeu avec une centrifugeuse bobo, non? Faire ses yaourts dans sa propre yaourtière. Très très bobo ça. Très 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 bobo. Faire sa lessive maison. Très très bobo. Yaourtière, rien que le mot est bobo, je suis d'accord avec ça. Ceux qui ont la machine à grains pour le café, bobo, oui. Je bois du lait d'amande. Bah, à moins d'une intolérance au lait de vache, bobo. Mais c'est pas grave, soyez pas offensés! Je vous fais ça parce que j'ai une expertise moi-même en la matière. Avoir une lampe canard, très bobo. Très très bobo, ça. Avoir une lampe canard, très très bobo. Toi, tu fais des trucs de bobo? Oui, j'écoute des podcasts de France Inter. Là, je crois que je suis à 10 sur 10 sur l'échelle du bobomètre. Peut-être même 12 sur 10. Encore maintenant, oui. Quand je cuisine, j'écoute des podcasts de France Inter. Très très bobo, ça. C'est bobo et ça fait vieux, oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est plus gériatrique, effectivement, ouais. T'écouter en rangeant des légumes de la map ramenés dans des sacoches de vélo. Ah bah là on est à Boboland, là, carrément, là. Ah là, Olivia, là c'est foutu, là. Mais là, au moins, t'es consciente. Là, on est en plein dedans. C'est quoi un bobo? Je viens d'arriver. Les bobos, c'est les bourgeois bohèmes à la base. Et les bobos, c'est des gens qui ont quand même globalement plutôt une sensibilité de gauche et qui vont avoir une préoccupation pour moi aussi. Enfin, c'est pas la définition même, mais c'est comme ça que j'assimile les gens qui ont globalement des préoccupations écologiques et qui font pas mal de choses dans la réduction de leurs déchets, dans le fait maison, etc. et tout. Et qui ont des attitudes de personnes qui se sont un peu embourgeoisées avec le temps, mais qui ont des habitudes de consommation un petit peu particulières, quoi. Mes parents étaient présents d'une AMAP, c'est littéralement inscrit dans mon patrimoine génétique, ah ouais, j'avoue. Pour moi, bobo et gauche caviar, c'est pas... Enfin, pour moi, la gauche caviar, elle est encore au-dessus du bobo.
Pour moi, c'est encore autre chose. Le bobo, il va se faire la barbe chez un barbier, par exemple, vous voyez? Vous voyez le profil. Il est un peu hipster, quoi. C'est un mot qu'on n'utilise plus trop, mais... Le Sarwell, c'est bobo. Non, le Sarwell, c'est pas bobo. Non, je trouve pas. Non. Allez au frip. Ça, c'est très bobo. Allez acheter ses vêtements dans des friperies. Très, très, très bobo. C'est bobo pauvre, le Sarwell. La gauche caviar, elle va pas en fripe. Elle va acheter ses vêtements au Galeries Lafayette. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois, les gens sont très paniqués à l'idée de recevoir ce terme. Et vous savez que vous appartenez malgré vous, que vous le vouliez ou non, à une catégorie de personnes plus ou moins où vous partagez les mêmes habitudes de consommation et plus ou moins les mêmes idées et du coup les mêmes habitudes de consommation et de vie. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, encore une fois. Hein, c'est... On est tous un peu des clichés, hein, vous savez. Hein. Ça veut pas dire qu'on correspond à toutes les cases, hein, mais parce que je vous sens paniquer, mais ça veut pas dire qu'on coche toute la case. Il y a des gens qui en cochent plus que d'autres, mais c'est pas grave. Tu parlais d'une chaîne YouTube pour apprendre à dessiner, je n'ai pas entendu le nom. Pourrais-tu me la redonner? Sam Does Art. Une chaîne en anglais. Sam comme le prénom, Does do, quoi, et Art. Sam fait de l'art. Un bobo peut être au SMIC? Non, en général, il touche plus. Il est pas méga riche, mais il touche plus en général que le SMIC. En général, t'as un peu de blé. Un peu de blé, mais complet quand même. Voilà, le blé complet. Le bobo achète des pâtes des pâtes complètes, ouais. Ça, c'est un truc que je fais, ça. Faire des brunchs, c'est bobo un peu, quand même. Et en vrac, bien sûr. Non, ça, je le fais pas, par contre. J'achète pas en vrac. J'achète pas en vrac, mais juste parce que j'ai envie de le faire, mais c'est juste je prends pas le temps de m'organiser pour aller dans les trucs qui vendent en vrac. Le blé complet, rien à voir avec les bobos, c'est juste bien meilleur pour la santé. Ça, c'est une phrase de bobo, ça. Je reconnais. Non, mais je vous sens dans le déni, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous sens dans le déni, mais je suis pas en train de vous insulter. Il y a plein de vrac en super. Oui, mais je trouve que c'est un peu un non-sens d'acheter en vrac dans un supermarché. Le bobo, il a un vélo cargo pour déplacer les enfants. Vous savez un truc que j'ai fait qui est très très bobo récemment? J'ai acheté des bocaux. Et j'ai réutilisé des bocaux aussi que j'avais réutilisés. J'achète de la compote en grand pot, pas en truc unitaire, en grand pot. Et je les garde pour mettre des trucs dedans. Ça, c'est très très bobo, ça. Et j'ai acheté des petites étiquettes pour libeller mes pâtes et tout ça. Un peu bobo, ça, quand même. Hein. Un peu bobo. Hein. Donc ça, c'est récup système D. Oui, mais j'ai pas fait que de la récup système D.
c'est plus écologiste en fait ça? Bah... Oui et non, mais... Tu vas les peindre aussi? Non. Mais le bobo est écolo en général, hein. Vous dites c'est pas bobo, c'est écolo. Mais généralement, ça va de pair, hein, les deux, hein. Oh là, vous avez pas du tout la bonne définition. Les deux vont de pair. En général, un bobo a souvent des préoccupations écolo, hein. Mais un écolo n'est pas forcément bobo, c'est ça, exactement. Un bobo est généralement toujours plus ou moins écolo, mais tous les écolos ne sont pas bobos. Vous suivez ou pas? Ou là, je suis encore en train de vous embrouiller encore plus. On peut lire la définition Google ensemble? Oui, mais enfin après, c'est... On peut lire la définition Google ensemble si vous voulez pour bobo, mais ça veut pas forcément dire que t'es en accord, tu vois, genre le Figaro... Alors... Le Figaro dit est intrinsèquement lié à la culture, c'est une personne plutôt jeune, aisée et cultivée, affichant son anticonformisme selon le Larousse. Alors qu'en vrai, il y a plein de trucs bobos qui sont vachement conformistes maintenant à l'heure actuelle. Si tu regardes la page Wikipédia, ça veut pas forcément dire là on fait plus de la bêtise plutôt qu'une analyse sociologique pertinente. Vous voyez, là on est sur un chat Twitch, hein. Calmos, hein. On n'est pas... Ce mot valise a été popularisé par le journaliste américain David Brooks. En 2000, c'est tout. Il définit le bobo comme une personne aisée. À part de cette définition générale, différents attributs peuvent être ajoutés à l'archétype du bobo. Urbain, écologiste, idéaliste, arrogant, oui, bon... Brooks a forgé ce terme pour décrire ce qu'il ressent comme une mutation positive de son propre groupe social. Non. Le terme est devenu une caricature désignant vaguement une personne qui a des revenus sans qu'il soit faramineux, plutôt diplômé, qui profite des opportunités culturelles et vote à gauche. En vrai, c'est ça, hein. En vrai, c'est ça, hein. Trottinette électrique, c'est turbo bobo, par exemple. Oui, voilà, un chat Twitch, c'est un peu le PMU d'internet, hein. Voilà, là, on n'est pas en train de faire un essai sur qu'est-ce qu'un bobo et qu'est-ce qu'on n'en est pas, hein. Moi, j'aime juste vous taquiner, c'est tout, hein. L'article est vachement étayé, en vrai. Critique du terme. Bolcho bonapartiste, un autre usage antérieur à la contraction bobo, le bolcho bonapartiste. Alors ça, je connaissais pas par contre. Merci Dams. Merci beaucoup pour le 32e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Andarlis pour le 18e mois. Isidoxy pour le 10e mois de sub. Merci Ushwagano Wint. Merci beaucoup pour le 8e mois. Merci Pagne Labo pour le 17e mois. Olivia pour le 35e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Tizeplin pour le 33e mois. Mais c'est marrant, à chaque fois qu'on fait des vannes là-dessus, j'ai toujours l'impression que les gens sont très offensés à l'idée d'appartenir à un groupe social plus ou moins défini qui partage des codes en commun. Et genre, je me dis, mais qu'est-ce qui explique ça? Genre, ça ne t'enlève pas ta particularité en tant que personne et ton individualité en tant que personne et tes subtilités et tes... Enfin, genre... je suis parfaitement consciente de correspondre à... si tu fais une analyse grosso modo de la société, tu vois quand même qu'il y a plusieurs groupes sociaux qui se détachent, qui ont plus ou moins des valeurs communes. Et... oui, l'utiliser pour dévaloriser, mais aux yeux de gens à qui vous avez envie de plaire. En fait, les gens pensent que si tu appartiens à ce truc-là, ça t'essentialise et on ne retient plus que ça de toi. Vous gardez vos fêlures, exactement. Moi, je suis un peu dans cette logique où moi, je préfère me définir comme ça tu réutilises le terme qui est normalement insultant pas à ton avantage, mais dans le sens où c'est un terme qui devient neutre, en fait, si les gens qui sont concernés le réemploient pour eux. Pourquoi catégoriser les gens aussi? Parce que la société est faite de groupes, en fait. Comme on a pu le voir ces dernières semaines, finalement, avec les élections.
Merci Astro pour le 11e mois, merci beaucoup. Voilà, faire des catégories aide à comprendre le monde qui t'entoure, mais ça veut pas dire que tu peux pas appartenir à plusieurs catégories ou qu'il n'y a pas des nuances au sein même de ce groupe-là, en fait. Comme quand on parle des métalleux, et bah t'as des métalleux qui sont giga à gauche et qui sont très bobos, et tu vas avoir plein de métalleux aussi qui sont littéralement d'extrême droite et qui appartiennent à des groupes ultra violents d'extrême droite, tu vois. Enfin, genre, tu peux appartenir à une catégorie sans forcément que ça t'essentialise, quoi. J'explique les bases. Je pense qu'il va écrire un livre, la bobologie au cours de l'histoire. Je pense que le terme bobo est aussi associé à l'idée que l'idéologie des bobos est très superficielle et qu'ils ne sont pas prêts à perdre leur confort pour leur confort pour l'écologie. Ça, je pense que ça dépend vraiment de la sociologie avec un râteau. Hein. Je pense qu'il y a deux types de bobos. Je pense qu'il y a vraiment un peu ces bobos qui sont justement très portés sur l'écologie et qui justement ont vraiment une culture du zéro déchet et vont vraiment acheter de ouf d'occasion et essayer de privilégier les circuits courts dans des logiques notamment de soutien des économies locales et de lutte contre le capitalisme d'une manière générale, et qu'il y a aussi une autre partie des bobos qui vont typiquement ultra consommer, vont énormément voyager, notamment en prenant l'avion de fou, etc. Et je pense que dans ces deux groupes-là, bah, dans ce même groupe, t'as deux profils de personnes, tu vois. Et t'as tout le filtre qu'il y a au milieu, quoi. Tout le... Comment on appelle ça? Le spectre, je cherchais ce mot-là. La scission des bobos. C'est le mot spectre que j'ai cherché. Le schisme bourgeois bohème. Rares sont les bobos, même les plus engagés, qui ne laisseront pas un bel héritage à leur enfant, d'où l'hypocrisie un peu. Mais après, il y a plein... Genre, la plupart des gens autour de moi qui ne veulent pas d'enfants sont souvent, l'extrême majorité d'entre eux, appartiennent à cette catégorie-là de bobos, tu vois. Donc au sein même des bobos, tu vas avoir des gens qui vont refuser d'avoir des enfants aussi. Donc il y a des subtilités dans ce groupe-là, dans ce groupe social, en fait. Et d'autres qui vont en avoir et qui vont laisser un patrimoine important à leurs enfants, ce genre de choses. « 50 nuances de bobo. » Mais c'est marrant, vraiment, à chaque fois, je sens vraiment une crispation, alors que moi, c'est plus sur le ton de la vanne. Là, on parle plus sérieusement, du coup, mais moi, c'est plus une vanne où je vous taquine, ou en mode, bah, moi, j'ai conscience de certaines habitudes de consommation que j'ai et certaines façons de penser, j'ai bien conscience d'être un poil cliché, tu vois. Pas grave. Je me dis, je trouve ça un peu drôle, justement, d'en rire et d'en être conscient, au contraire. Mais je sens que y a des gens, ça les heurte très sincèrement, quoi. Donc je trouve ça un peu rigolo. Je suis un poil cliché en... Mais on correspond tous plus ou moins à des clichés, ça veut pas dire qu'on est que défini par ça, c'est tout, quoi. J'ai vraiment l'impression de dire des banalités, mais je me sens obligée de vous rassurer quand je vous dis ça, en mode ne soyez pas offensés. On passe sur Power Wash Simulator, on pourra continuer à discuter, et moi j'ai très envie de passer le Karcher, voilà. Voilà. Power Wash Simulator, jeu de bobo un peu, non? Qu'on se le dise. Moi je trouve que c'est un jeu de bobo, en tout cas. Donc on va le lancer. Étant donné que j'appartiens à cette classe sociale, c'est totalement un jeu très bobo, ça. Très très bobo. Parce qu'il y a d'autres comme jeux bobo, je pense qu'il y en a pas mal en vrai. Hein. Karcher n'est pas écolo. Bah en vrai le Karcher, comme c'est... Tu utilises pas énormément d'eau. Bon là on s'en fout, c'est un jeu vidéo. Mais en vrai il me semble que quand tu utilises un Karcher, tu n'utilises pas énormément d'eau, puisqu'en fait c'est un jet qui est très fin, mais qui a beaucoup de pression.
Les jeux indés, c'est bobo. Ouais, après, cela dit, maintenant, tout le monde joue à des jeux indés quasiment, quoi. On va continuer le DLC qui est le DLC de Alice Adventure qui est vachement bien. Elden Ring c'est bobo. Oh, Elden Ring c'est tellement un gros jeu qu'en vrai c'est un petit peu compliqué à classer quand même. Vous êtes dingo, Outer Wilds, Hollow Knight, Undertale, c'est pas bobo. Un peu. Je reviens, je fais pipi et juste après on passera sur le jeu, on continuera à discuter parce que le principe du jeu c'est littéralement de passer le Karcher, donc ça demande pas une concentration de fou. Et on aborde plein d'autres sujets. J'arrive. Attendez, on va capturer le jeu, ce sera super.